Au niveau du sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est parler un peu de l'investiture de Trump, donc et de ce qui était attendu. Il y a eu énormément de promesses qui avaient été faites de la part de Trump et ce qu'on observe, et c'était un peu le discours que je vous avais, c'était que beaucoup étaient dans l'attente de ce qu'allait faire véritablement Trump. Est-ce qu'il allait, faire en sorte de répondre à ses obligations et de tenir tout simplement ses promesses, parce que je vous rappelle quand même que la libération de Ross Ulbricht, lors de son premier mandat, il avait également aussi fait cette promesse, mais il ne l'avait pas tenue. Et moi, je vous avais dit, il est tout à fait possible qu'il ne la tienne pas non plus cette fois-ci. Bon, là, il m'a fait mentir. Il l'a libéré après 12 ans quand même de réclusion. Ross Ulbricht, donc c'est le fondateur de Silk Road, qui avait été utilisé à l'époque en 2013-2014 pour acheter de la drogue avec du bitcoin sur le darknet, etc., etc. Et il avait pris deux peines de prison à vie, plus 40 ans. Donc en gros, il allait mourir en prison et il était relativement jeune quand il avait commencé à aller en tôle. Donc là, il a passé 12 ans en tôle et puis il a été gracié par Trump. À titre de comparaison, SBF, pour avoir mis dans le trou des millions et des millions de personnes, il n'a pas du tout pris ça. Et Ross Ulbricht, en plus, il a créé un outil. Voilà, c'est absolument pas un héros non plus, il ne faut pas déconner. Il y en a qui le mettent sur un piédestal en disant c'est un héros, c'est le héros de la crypto, c'est le héros, il ne faut pas déconner quand même non plus. Mais de là à se dire que quelqu'un qui crée un outil comme par exemple celui qui avait créé ou les développeurs qui avaient créé Tornado Cash par exemple ou Samurai Wallet dernièrement là ont été libérés. Euh, Souvent on va les pointer du doigt parce que ils ont créé un outil qui peut mettre en péril peut-être la souveraineté étatique. Alors que pour le cas de SBF, en fait, ils ont juste, entre guillemets, déjà, il a arrosé tout le monde, il a envoyé de l'argent à tout le monde, mais surtout, il a, il a, il a escroqué des millions de personnes, mais il n'a pas mis en péril l'hégémonie peut-être d'un État ou la stabilité d'un État. Ce qui n'est pas le cas avec certains outils qui peuvent être détournés. C'est souvent ça qu'on met en avant. On va dire, ah bah oui, mais tu as développé un outil et après, tu as des gens qui l'ont utilisé à mauvais escient. Et donc, pour moi, il y a une importance de savoir faire la distinguo entre un outil qui n'est pas bien ou mal en soi. On peut prendre un couteau pour couper un bon steak ou on peut l'utiliser pour planter son voisin. Bah, en fait, qu'on punisse celui qui l'a utilisé pour planter son voisin, tout comme ceux qui ont fait des hacks qui ont volé de l'argent et qui derrière essayent de le blanchir en utilisant des mixeurs, par exemple, faut être capable de faire le distinguo entre ça ou des personnes comme vous et moi qui auront peut-être envie d'avoir une meilleure privacy, une protection de la vie privée peut-être plus importante que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur des blockchains transparentes. Et donc voilà, là je pense qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus et on voit qu'avec Trump ça commence à changer. Donc il y a eu Ross Ulbricht qui a été libéré. On a eu également aussi un décret qui a été signé par Trump sur l'interdiction des CBDC et c'est là qu'on voit vraiment une évolution à deux vitesses, mais de partout, entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Alors que ce soit sur l'intelligence artificielle, je pense que je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a la Chine et les États-Unis qui clairement se tirent la bourre là-dessus, avec DeepSeek aussi, je pense que vous avez vu dernièrement. Et puis en Europe, nous qui sommes encore en train de passer complètement à côté du truc. On passe à côté de la crypto, on est passé à côté d'Internet, on est en train de passer à côté de l'IA aussi. Franchement, moi je l'ai dit aussi sur Twitter la dernière fois, ce qui va arriver dans les prochaines années, on va le mériter. Parce que franchement, c'est pas faute de regarder ce qui existe à côté. Et franchement, je me dis, si vous avez l'occasion de pouvoir bouger, de vous expatrier, d'aller ailleurs, je pense que il y aura un intérêt de le faire parce que là la direction qu'on est en train de prendre en Europe, c'est n'importe quoi. En plus, je pense que vous avez vu aussi tout ce qui s'est passé avec les kidnappings en France. Là, il y a eu 4 kidnappings là, sur les 2 dernières semaines en France. Voilà. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais avoir la possibilité de pouvoir bouger, de pouvoir aller à l'étranger, de pouvoir se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres pays où on peut vivre bien aussi, que tout n'est pas éventuellement non plus acheté en France et en Europe, mais que pour l'instant, la direction qu'on est en train de prendre, je vois pas en quoi ça pourra s'améliorer. Et malheureusement, ça me fait mal de dire ça parce que je pense que je suis comme vous. J'apprécie mon pays, j'apprécie là que je suis né, c'est là que j'ai tous mes souvenirs et tout, mais à un moment donné, voilà, quand ça part en sucette à tous les niveaux, je pense qu'à un moment donné, faut être capable de se dire bon, ok, je prends mes clics et mes claques et puis je vais peut-être ailleurs.
D'ailleurs, bah, nous en Europe, nous on va instaurer, hein, les CBDC. On a Trump d'un côté, qui a signé un décret donc pour arrêter, les CBDC. Il a également aussi signé un executive order, un ordre exécutif pour mettre en place tout un tas de on va dire d'infrastructures et d'étapes pour pouvoir permettre aux États-Unis de devenir le, le hub innovation crypto. En fait, ils veulent devenir le leader en IA, en crypto, etc. Et ils se donnent les moyens de pouvoir le faire. Donc là, avec cet executive order en crypto, il y a plein de choses qui ont changé. Je vous ai mis le lien ici d'un article qui a été écrit par la Maison Blanche. Donc vous pourrez y jeter un coup d'œil. Je vous l'ai traduit en français. Et il y a plusieurs points intéressants. Vous verrez que l'article, il est quand même assez long. Mais par exemple, ici, l'article numéro 1, il dit que maintenant, c'est possible de pouvoir protéger et promouvoir la capacité des citoyens et des entités du secteur privé à accéder aux réseaux publics ouverts, donc des réseaux blockchain, et à les utiliser à des fins légales sans persécution, y compris la capacité de développer et de déployer des logiciels, de participer à l'extraction et à la validation, d'effectuer des transactions avec d'autres personnes sans censure illégale et de maintenir la garde personnelle des actifs numériques. Donc ça, avant, avec ce qu'on avait sous le mandat de Gary Gensler, c'était un truc qu'on n'avait absolument pas. On voyait que c'était clairement arbitraire. Il y avait des attaques volontaires contre tous les acteurs liés à l'écosystème crypto et qu'au final, c'était juste de dire aux gens, bah, oui, mais vous avez des securities, vous avez lancé les securities. Alors, vous avez Coinbase, vous avez Binance, vous avez Kraken qui se sont fait aussi attaquer, qui disaient, OK, alors c'est quoi le cadre légal? Dites-nous ce qu'il faut faire pour être en conformité. Et au final, il n'y avait aucun cadre réglementaire, il n'y avait rien du tout. C'était juste histoire de dire, allez, donne-moi ton pognon, t'es pas légal. C'était qu'une attaque arbitraire contre tous les acteurs aujourd'hui qui étaient disponibles. Et là, avec les changements et la sortie de Gary Gensler, je pense que ça va beaucoup changer. Là, ce que ça veut dire, c'est que tous les fondateurs de projets qui veulent lancer justement des innovations ont la possibilité de le faire sans se faire attaquer, sans devoir justifier des fois tout et n'importe quoi, surtout quand on est des protocoles 100% décentralisés. On ne peut pas attaquer un fondateur pour l'utilisation d'une blockchain 100% décentralisée, tout simplement parce que lui, il a créé un outil. Après, c'est la manière dont l'outil est utilisé. Puis en plus de ça, il n'a plus la mainmise dessus, quoi. Et après, le deuxième point aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est d'être capable de faire la promotion et de protéger la souveraineté du dollar des États-Unis, notamment par des actions visant à promouvoir le développement et la croissance des monnaies stables légales, donc des stablecoins, et légitimes adossées au dollar dans le monde entier. Donc, ils ont un intérêt de développer et de favoriser encore un peu plus la partie stablecoin, protéger et promouvoir un accès équitable et ouvert aux services bancaires pour tous les citoyens respectueux des lois et des entités du secteur privé, et fournir une clarté et une certitude réglementaire fondée sur des réglementations neutres sur le plan technologique, des cadres qui tiennent compte des technologies émergentes, une prise de décision transparente et des limites réglementaires juridictionnelles bien définies, qui sont tous essentiels pour soutenir une économie numérique dynamique et inclusive et l'innovation dans les actifs numériques, les blockchains sans autorisation et les technologies de registre distribués, etc. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, ils sont en train de créer toute une infrastructure, un cadre légal pour permettre une innovation et pour permettre aux États-Unis de devenir le hub central innovation globale mondiale sur l'aspect crypto. Et nous, de l'autre côté, en Europe, on a la partie MiCA qui vise à réguler un secteur qui est très peu présent en Europe et dont la plupart aujourd'hui des infrastructures se développent à l'étranger. On a Ledger aujourd'hui qui est une licorne française. Et je ne serais pas étonné dans les prochaines années de les voir bouger à l'étranger, au vu en plus de ce qui s'est passé avec le cofondateur de Ledger là, qui s'est fait kidnapper dernièrement. Donc ça aussi, ça remet en perspective pas mal de choses. Et là également, donc sur la partie CBDC. Donc, évidemment que ce décret parle de crypto de manière générale et pas forcément que du Bitcoin. Donc ça, tu as tous les maximalistes qui ont levé le bouclier en disant crypto n'est pas égal à Bitcoin. Vous parlez de Bitcoin, vous parlez pas de crypto. Le crypto, il y a plein de shitcoins, etc. Et là, évidemment, ils parlent de crypto. Et d'ailleurs, quand vous voyez les différents fonds, et notamment le fonds de Trump, le World Liberty Financial, c'est pas sur Bitcoin, hein, c'est sur Ether. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment du Bitcoin, ils ont du wrap Bitcoin. Et la majorité de leurs fonds et de leurs actifs, c'est sur de l'Ether. Ils ont un peu de AV, un peu de Link, mais pas principalement du Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet ordre exécutif qui a été signé par Trump, on a eu également aussi un article qui a été publié qui s'appelle le SAB 121,
Donc, c'est Staff Accounting Bulletin qui a été publié et qui permet, là, je vous le mets un petit peu je vais vous le mettre en plus gros, qui permet aux grosses banques de pouvoir directement custodier du Bitcoin. Donc demain, imaginez que vous puissiez aller, alors là, on parle plutôt aux États-Unis, JP Morgan et tout, hein, mais imaginez que demain, ça se développe un peu de partout dans le monde, que vous puissiez aller à la Société Générale, que vous puissiez déposer du Bitcoin en collatéral et qu'on vous prête de l'argent pour acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous dire, pour ceux qui sont un peu comme nous, 100% DeFi, éviter de donner de l'argent à des intermédiaires et encore moins aux banques, mais disons que ça permettrait d'avoir une ouverture peut-être beaucoup plus importante à l'aspect crypto, de driver beaucoup plus l'adoption mainstream, et évidemment que ça apportera de la demande pour des gros porteurs. Voilà, aller dans une banque, déposer du Bitcoin, même si c'est contre la philosophie générale de la crypto, il y a des assurances, il y a des choses qu'on peut avoir qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui sur tous les projets d'infrastructure liés à la finance décentralisée. Et surtout, si demain les banques peuvent utiliser une partie de leurs réserves pour placer de l'argent directement sur du Bitcoin, donc à la fois détenir les Bitcoins de leurs clients, mais en plus de ça, pourquoi pas en avoir en réserve stratégique, ça changerait énormément de choses. Et d'ailleurs, la sénatrice, donc Cynthia Lummis, que vous connaissez sans doute, a donné les 3 gros points sur l'ordre exécutif de Trump. Donc les 2 premiers, je ne vais pas forcément passer dessus parce qu'en gros, c'est de pouvoir protéger le consommateur et de pouvoir accélérer l'innovation liée à la crypto. Mais surtout, là, ici, le dernier point, c'est faire en sorte que le Bitcoin et que les États-Unis, et sur la partie crypto et digital asset, ça devienne la capitale du monde aux États-Unis. Et pour ça, il y a toute la discussion sur les réserves stratégiques. Pour l'instant, il n'y a pas eu, si vous lisez en fait cet article-là que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas d'élément immédiat, en tout cas noir sur blanc, qui dit les États-Unis vont acheter directement du Bitcoin ou vont vendre une partie de leur or qu'ils ont à Fort Knox pour acheter du Bitcoin. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on ait vraiment noir sur blanc des États qui en achètent. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a eu le Bhoutan, on a eu le Salvador. Il y en a plein d'autres qui commencent à rejoindre un petit peu le truc ou qui sont en pourparlers. On a la Suisse également aussi, hein, qui attendent d'un point de vue réglementaire pour savoir ce qu'ils font. Mais là, la prochaine vague, c'est la vague. On a eu la vague institutionnelle. La prochaine vague, c'est la vague des pays, quoi. Des pays qui rajouteraient du Bitcoin en tant que réserve stratégique. Même en France, il y en a qui commencent un petit peu à parler de ça. Alors, s'ils gèrent leur Bitcoin de la même manière qu'ils gèrent leur budget, en fait, ils vont FOMO le top avec de l'argent public et puis ils vont vendre le bottom. Donc, moi, je suis moyennement chaud qu'ils le fassent avec notre argent. Mais on commence à voir des gros shifts. Et si demain, on commence à voir la plus grande puissance mondiale qui achète directement du Bitcoin avec de l'argent qu'ils peuvent imprimer, j'en sais rien, avec du fiat tout neuf, ou même qui commencent à changer une partie de leur or pour acheter du Bitcoin, ça enverra un message très très fort sur la plupart des autres grosses puissances. Si les États-Unis font ça, évidemment, la Chine va suivre, la Russie va suivre, l'Europe, à mon avis, décidera de le faire après tout le monde, comme à chaque fois. Mais voyez, là, on est en train de voir quelque chose énorme qui est en train d'arriver, où on commence à avoir la plus grande puissance mondiale qui veut devenir, et qui le dit, hein, on veut devenir la plus grande puissance liées à la crypto, pas déjà que la grande puissance militaire et tout ce qui s'ensuit. On veut être les meilleurs sur l'IA et sur la partie crypto. Et on va faire en sorte de faciliter tout ça. Il en a même parlé aussi sur une de ses interviews. Il disait qu'il voulait faciliter la partie fiscale à tous les gros investisseurs en crypto et d'enlever, je crois, tout ce qui était capital gains, en fait, l'imposition sur la plus-value aux États-Unis. Il veut faire sauter l'IRS, qui est un impôt, en fait, l'équivalent d'un peu sur l'impôt sur le revenu qu'on a en France, mais ils veulent faire sauter aux États-Unis. Sous Biden, je crois Biden avait embauché 88 000 personnes à l'IRS pour récupérer de l'argent public, en fait, hein. Et Trump a dit, c'est bon, on va dégager tout ça. Donc, il y a vraiment des gros changements, quoi. Et quand il fait quelque chose, on se rend compte qu'il le fait clairement pas à moitié. Et ça, je pense que ça pourra donner l'exemple peut-être à beaucoup d'autres pays. Et ce que je disais à chaque fois, c'est qu'en fait, on est dans un monde globalisé avec une libre concurrence.
Et après, derrière, posez-vous la question, quoi. Si demain, vous êtes une entreprise, vous avez gagné de l'argent, est-ce que vous avez tout intérêt à rester en France où on va peut-être vous casser les couilles et vouloir vous prendre une grosse partie de ce que vous avez gagné? Ou alors, on voit même aussi, je l'ai vu en France, hein, des projets de loi où on veut taxer des plus-values latentes, même pas des vraies plus-values, hein, des plus-values latentes. Pour l'instant, c'est en pourparlers, c'est pas du tout voté. Et à mon avis, ça passera pas. Mais quand on voit ce qui est recherché en France et en Europe et ce qu'on commence à voir apparaître à l'étranger, à votre avis, les capitaux vont aller où, quoi? La richesse va aller où? Les emplois vont aller où? La création de valeur va aller où, quoi? Il y a un moment donné, voilà, c'est chaque pays qui va décider, bah, le jeu qu'ils veulent faire. Nous, en France et en Europe, on est bien régulés. Dans d'autres pays, on se dit: «Bah, nous, on veut essayer de l'ouvrir» et à un moment donné, bah, je pense que ça va se retourner contre nous, comme avec l'innovation, internet. Et également, pourquoi je vous dis de faire attention et de regarder ce que font les gros et pas forcément, ce qu'ils vous disent? Parce que au début de cette présentation, je vous ai parlé pas mal de l'Ether, de la dynamique sur le marché crypto. Là, le World Liberty Financials, regardez ce qu'ils sont encore en train d'accumuler aujourd'hui. Donc, ils ont, là, dernièrement, réaccumulé pour, un peu plus de 10 millions de dollars d'Ether. Ils ont acheté du TRX. Ils ont acheté également aussi, du Link, de l'AV et puis, vous pouvez suivre tout ça, en fait, sur Arkham. Aujourd'hui, ils détiennent presque 63 000 Ethers pour à peu près 200 millions de dollars. Vous avez du wrap Bitcoin, donc ils ont 66 millions de dollars de wrap Bitcoin. Ce n'est pas vraiment du Bitcoin, hein, c'est du wrap Bitcoin. Ils ont du, du STETH, donc ils ont staké des Ethers. Donc si on fait le lien entre l'Ether en natif et ce qui est staké, ils ont, ouais, ils ont presque 85 000 Ethers, c'est énorme. Ils ont encore 35 millions de dollars en USDC, ils ont 6 millions de dollars d'Ether, ils ont de l'AV, après ils ont deux trois autres projets, puis à mon avis, tout un tas de personnes qui ont envoyé des airdrops parce que c'est une adresse connue. Et donc souvent, il y en a qui s'amusent à envoyer des airdrops en fait sur ce genre d'adresse-là et ça leur permet de dire: «Regardez, même Trump a acheté notre projet», alors qu'en fait, c'est juste un airdrop qu'ils ont envoyé. Donc après, il y a tout un tas de shitcoins, mais sinon, regardez, hein, ils ont quand même des, la grosse majorité de leurs fonds, c'est sur, des projets comme Link, Tron, l'Ether, un peu de Bitcoin, mais globalement, c'est Ether, quoi. Tout le reste, ça y est pas. Donc regardez vraiment ce qu'ils font, pas ce qu'ils vous disent et il y a tout un article que je vous invite à lire, qui est un résumé en fait, d'un article qui a été publié par de la l'un des fils de Trump, je crois que c'est Eric Trump, hem, qui explique que sa volonté avec le World Liberty, Financials, c'est de créer l'une des plus grosses plateformes, DeFi, innovation DeFi sur Ethereum. J'y crois moyennement parce que en fait, ça reste un fonds, d'investissement parmi tant d'autres. Je pense qu'ils vont offrir à un moment donné, quand ils auront suffisamment, investi, peut-être, certains, leviers, de lending, borrowing, peu importe, mais, ça sera pas de la DeFi, quoi. Ça sera de la CeDeFi, peut-être un mix entre de la finance centralisée et décentralisée, peut-être s'ils rajoutent deux trois smart contracts. Mais globalement, voilà, ils ont une volonté à développer, sur Ethereum, en tout cas des infrastructures sur Ethereum. Pour l'instant, ils n'ont pas, évoqué la volonté de le développer sur Cardano, sur Avax, ni même sur Solana. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'ils ont lancé leur même coin sur Solana, ils ont vendu du sol pour acheter de l'Ether et ils accumulent de l'Ether, ils accumulent pas du Solana. Après, est-ce que demain, quand on aura la partie, légale sur Solana avec les ETF, en spot et tout, peut-être que ça changera, on verra. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez ce que font aujourd'hui la plupart des plus gros. Regardez pas forcément ce qu'ils disent et essayez de prendre du recul par rapport à la philosophie et par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui se désintéressent globalement du marché crypto. On parle de l'Ether, mais la plupart des gens aujourd'hui se désintéressent de l'écosystème crypto, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les gars, et pourquoi je vous dis que tout est en train de changer, parce qu'on n'avait encore jamais eu une clarification juridique, réglementaire, avec un président qui est pro-crypto, qui a pour intérêt vraiment à développer ça au maximum, et qui, en plus de ça, a lancé son même coin. Enfin, moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez le président de la plus grande puissance mondiale qui a lancé son même coin avec un peu sa femme après Melania qui a lancé son truc. Et aujourd'hui, vous pouvez vous amuser à regarder, hein. Le Melania, il est complètement à l'abandon. Il n'y a plus de volume. Je crois qu'il y avait 10 000 balles de volume alors qu'il y avait plusieurs milliards au moment où ça s'était lancé. Enfin, d'un point de vue réglementaire et juridique, ça pose quand même pas mal de questions, hein. Si ça passe d'un point de vue réglementaire, même auprès de la SEC et tout, je vous laisse imaginer de ce que ça veut dire
pour ce qu'on pointe du doigt depuis des années aussi sur la partie influenceur crypto, quoi, hein. C'est-à-dire que tout le monde demain, réglementairement parlant, peut décider de lancer son shitcoin, de rug la communauté, de faire ce qu'ils veulent, quoi, hein. Ça pose pas mal de questions quand même. Mais surtout, sur le volet juridique et la clarification que ça explique. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte que là, au moins, il y a la plus grande puissance mondiale qui pousse vers l'innovation crypto. Et que si demain, on commence à avoir énormément de capitaux qui commencent à arriver là-bas, que d'un point de vue fiscal, ça change énormément, qu'ils commencent à mettre en réserve stratégique du Bitcoin, et cetera, ça va énormément s'accélérer. Et c'est là où aussi la théorie du super cycle, même si c'est pas celle que je privilégie en ce moment, c'est là où ça peut prendre son sens aussi. On peut se poser la question, est-ce que si demain, on a des gros pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, y compris aussi l'Afrique, et cetera, qui commencent à utiliser une partie de leur argent pour acheter directement du Bitcoin ou imprimer de l'argent pour acheter du Bitcoin, bah, vu qu'on est sur une quantité finie de Bitcoin et une quantité infinie de fiat, là, on pourrait être sur la théorie du super cycle et pourquoi pas après avoir, on peut tout imaginer, hein, un bear market où on aurait très peu de corrections, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas le scénario que je privilégie et je vous renvoie au cycle précédent de 2021 où quand même, quand on a eu l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui avait dit qu'il avait acheté du Bitcoin pour en mettre chez SpaceX et chez Tesla, tout le monde disait c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et oui, sur le long terme, ça rajoute un peu plus de crédibilité au truc. Simplement, ça marquait quand même plus ou moins le top, hein. Quand vous aviez l'homme le plus riche du monde qui avait acheté votre bague, après lui, il restait qui, quoi? Bon, là, il restait les institutionnels sur ce cycle, peut-être les nations, certaines nations qui décident d'acheter. Et si demain, vous avez des nations, donc les États-Unis qui achètent, ou en tout cas qui disent on en a acheté, et que d'autres pays disent bah nous aussi on en a acheté, a priori, ils ont plus intérêt, vu qu'ils l'ont déjà acheté, ils ont plus intérêt après à se dire euh, on va en vendre, ou on va peut-être s'en séparer une partie, parce qu'après eux, reste qui pour acheter? Plus personne. Donc, sur le court terme, c'est ça que j'aime pas trop et sur lequel il faut être vigilant, c'est que sur le court terme, on peut avoir des news qui sont en effet très positives, comme ce qu'on est en train de voir là. Sur le long terme, ça reste aussi des news très positives. Par contre, attention, dans des périodes comme ça peut marquer, je sais pas, une période euphorique, la fin d'une période euphorique, l'arrivée peut-être d'une correction, etc., etc. Donc sur le long terme, ça apporte énormément de plus-value, ça c'est une certitude. Mais attention, quand vous avez des news positives sur des belles news, sur des belles news, sur des belles news, en général, on est dans des périodes où il y a quand même un intérêt de prendre des plus-values. Et ne pensez pas, attention, ne pensez pas que ça c'est le scénario que je vois tout le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, hein, mais de penser que ce cycle sera ultra différent et que cette fois-ci on n'aura pas de bear market. Franchement, j'en vois énormément qui disent ça aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est pas possible, hein. Mais en termes de probabilité, je dirais qu'il y a 0,1% de chance qu'il n'y ait pas de bear market et qu'il y a 99,999% de chance qu'on ait un bear market comme à chaque fois. À chaque fois, on nous dit ça sera différent et à chaque fois, ça se termine pareil, hein. Il y a des augmentations, il y a une alt season, il y a une correction et je vois pas pourquoi cette fois-ci, ça serait différent. Et qu'a priori, quand vous avez des gens qui vous disent bah, nous, on en a acheté, on n'est pas à l'abri, par exemple, que des grosses boîtes comme Apple, Facebook ou même Microsoft qui a refusé de mettre du Bitcoin sur ses réserves, décide peut-être à un moment donné d'en avoir. Euh, Si eux, ils en ont acheté et qu'ils vous disent à un moment donné, bah, c'est bon, on l'a fait, on en a dans notre réserve stratégique, vu qu'ils l'ont déjà acheté, ils vont pas le dire, ils vont pas le dire avant d'acheter. Ils vont le dire une fois qu'ils l'auront fait. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils ont acheté? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est soit hold, soit vendre. Et ça, petit à petit, ça s'accumule. Et puis, quand vous voyez des gens comme Saylor qui font des effets de levier sur effet de levier sur effet de levier, en bear market, il y aura plein de surprises. Donc ça aussi, vous détrompez pas, pensez pas que ça va être ultra différent non plus. Il vaut mieux prendre des plus-values et revenir après parce qu'il y aura une correction dans tous les cas, plutôt que de se dire le Bitcoin, il est à 200 000, il va monter à 700 000 parce qu'on est en super cycle. Vous verrez que quand il y a un consensus, et là on commence à avoir un consensus par rapport à ça, en général ça pue.